Voilà, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler législation, notamment dans un premier temps avec Thibaut Mottet d'Adalia 2.0, qui va vous expliquer ce qu'il en est de la législation zéro phyto, tant au niveau des gestionnaires publics qu'au niveau des particuliers et des entrepreneurs de parcs et jardins. Ensuite, on aura des questions-réponses, puis Sophie Demol de l'ASBL Cordair, en fait de la cellule phytolicence de l'ASBL Cordair, vous présentera tout ce qu'il faut savoir sur la phytolicence, notamment sur l'obtention et la prolongation de la phytolicence. Et puis, on refera à nouveau des questions-réponses. Donc voilà, je vais laisser la parole à Thibaut d'Adalia. Et puis ensuite, ce serait le tour de Sophie. Ok, merci. Alors, hop, Faut que je te mette en présent. Ah non, c'est bon. ouais, bientôt, ouais, un petit truc à régler. Est-ce que Oui, c'est bon. tout le monde m'entend bien? Ok, un petit truc. Et hop, j'en reviens juste que ça. Ah, un petit souci. Voilà. Ok, bah donc voilà, bah donc bon, bonjour à tous, je me présente. Donc je m'appelle Thibaut Mottet, je travaille chez Adalia. Et donc ici, je vais vous parler un peu donc de la législation zéro phyto, qui normalement est peut-être déjà bien connue. Mais voilà, c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Et donc ensuite, je vais dire ma collègue, hein, donc, qui travaille chez Corder, donc vous parlera plus de l'aspect phytolicence. Alors, un petit plan hein, donc de ma présentation. Donc, qui sommes-nous en 30 secondes, vraiment pour présenter un peu l'SBL Adalia. Et ensuite, donc la législation. Donc, une petite introduction. Et ensuite, j'ai divisé en 4 points pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, la législation pour les espaces publics, pour les particuliers, les entreprises de parcs et jardins, et donc tout ce qui concerne le public vulnérable et les lieux ouverts au public. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, à Dalia, donc nous sommes en fait une SBL active dans le secteur des espaces verts. Et donc, en gros, notre boulot, c'est quoi? C'est conseiller les professionnels et les particuliers aux alternatives, aux produits phyto. Alors, pour ça, on met en place plusieurs actions, hein, donc des formations, des tables rondes, des colloques et des démonstrations de matériel de désherbage. Donc, on essaie que ce soit le plus concret possible. Et donc, tout au long de l'année, voilà, on met en place donc, différentes actions pour vous conseiller au mieux. Évidemment, cette année-ci, on a eu un peu des bâtons dans les roues avec le coronavirus, mais on espère pouvoir recommencer tout ça à fond à partir donc de septembre-octobre. Alors, on fait partie en fait de ce qu'on appelle la coupole PWRP. Donc, PWRP, c'est quoi? C'est le programme wallon de réduction des pesticides. Donc, en fait, c'est ce qui coordonne un peu toutes les mesures qui ont été mises en place en termes de réduction des produits phyto. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs structures. Donc il y a nous, il y a la région Wallonne, Prévent Agri, qui est plus tournée vers la prévention au travail, Protecto, et alors l'SBL Corder, qui est plus tournée vers ce qui est phytolicence. Et donc c'est vraiment ces 5 structures-là qui vous aident vraiment à trouver donc des alternatives aux produits phyto, que ce soit pour le secteur agricole, particulier, service public ou encore les entrepreneurs de parcs et jardins. Alors, je vais donc dans le vif du sujet directement, donc la législation wallonne. Alors ouais, en guise d'intro, c'est toujours bien de rappeler qu'en fait ici, moi, donc je vais vous parler de la législation, mais qui concerne, cette législation en fait ne concerne que les produits phytopharmaceutiques. Donc ça ne concerne que les herbicides, les insecticides et les fongicides, et ça ne concerne pas donc tout ce qui est biocide. Donc les biocides, c'est tout ce qu'on utilise chez soi en fait, donc pour traiter le bois, les désinfectants ou les insecticides à usage domestique. Donc ici, retenez bien que tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment pour tout ce qui est produits phytopharmaceutiques, et donc les trois éléments qui se trouvent en dessous, herbicides, insecticides et fongicides. Alors, ce qu'il est bien aussi de rappeler, c'est que cette législation, en fait, wallonne, elle vient d'une directive européenne. Donc, c'est pas juste en Belgique qu'on s'est dit un jour, voilà, on va peut-être arrêter de mettre des produits phyto. Non, ça vient de l'Union européenne, puis ça a été transposé à chaque pays. Et chez nous, comme qu'on aime bien faire simple, ça a été transposé à chaque région. Donc, ce qui veut dire que chaque région a une législation qui parfois diffère sur quelques points. Mais donc voilà, c'est important vraiment de retenir que c'est une législation européenne qui vient d'une directive européenne et que donc chaque pays est concerné. Il y a des pays qui sont passés au zéro phyto plutôt que chez nous et d'autres qui y passeront par la suite. Mais donc voilà, c'est bien d'avoir ça en tête.
Alors, la législation wallonne. Je vais commencer par les espaces publics. Alors là, comme je dis toujours, en fait, c'est simple en théorie, mais en pratique, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que depuis le 1er juin 2019, en fait, on ne peut plus mettre aucun produit phyto sur les espaces publics. Donc, que ce soit les places, les terrains de foot, les cimetières, les parkings, les parcs communaux, etc. Dès que c'est espace public, c'est zéro phyto. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez agent dans un service technique communal. Donc ça, c'est vraiment très important de retenir. Espace public, c'est zéro, quel que soit, entre guillemets, votre métier. Sauf si vous devez gérer des chardons, des rumex, des espèces invasives comme l'arnoë du Japon, ou alors pour les grandes villes, parfois qui ont des serres de production, eux, ils peuvent toujours utiliser donc des fongicides et des insecticides pour lutter contre les ravageurs et les maladies dans les serres de production. Mais sinon, voilà, sinon, il faut vraiment retenir que c'est zéro phyto sur tous les espaces publics, quel que soit le métier. Et si vous utilisez donc des produits phyto pour les 4 exceptions qui se trouvent donc dans le bas de la dia, eh ben ça doit être fait en dernier recours et de manière localisée. Donc dans le cas de l'arnoë du Japon, par exemple, ça doit se faire par injection. Donc, voilà, donc il y a pas mal de mesures donc qui coordonnent un peu tout ça. Mais voilà, il faut vraiment bien retenir que c'est zéro phyto, surtout que voilà de plus en plus, on voit qu'il y a des contrôles qui se font donc par la DNF et d'autres agents de la région wallonne. Donc faut être assez prudent avec ça. Et j'en profite également, je sais pas si c'est des entrepreneurs mais c'est des entrepreneurs qui nous écoutent. Si par exemple une commune vous appelle un jour et vous dit, nous notre cimetière il est un petit peu dégueulasse, moi j'aimerais bien que vous veniez le pulvériser. Sachez que si vous vous faites avoir, s'il y a un contrôle, la commune aura des problèmes évidemment vu qu'elle pulvérise dans un espace public, mais vous aussi, vu que vous êtes l'applicateur. Et comme vous avez une phytolicence, vous êtes censé connaître la législation. Donc la région wallonne partira du principe que vu que vous connaissez la législation, pardon, vous devez savoir que vous ne pouvez pas pulvériser sur les espaces publics. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est l'applicateur qui est responsable. Alors, pour les particuliers, eux, en fait, il y en a peu qui le savent parce qu'on en voit encore pas mal qui pulvérisent. Mais depuis le 1er septembre 2014, en fait, un particulier ne peut plus pulvériser sur ce qu'on appelle les terrains revêtus non cultivables. Donc, c'est quoi? C'est en fait, c'est les surfaces dures. Donc, tout ce qui est surface endolomie, gravier, pavé, tarmac, béton. Donc concrètement, pour un particulier, c'est quoi? C'est son trottoir, c'est son allée de garage et c'est par exemple sa terrasse, s'il a une terrasse dans son jardin. Dès que c'est relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, il ne peut plus pulvériser. Et il doit également respecter une zone tampon de 1 mètre de 6 mètres par rapport à un cours d'eau et de 1 mètre par rapport à un trottoir. Donc, si je prends la partie du dessus du schéma, donc vous imaginez en particulier voilà, qui a donc son trottoir, son filet d'eau, et dans la zone tampon de 1 mètre, il a des rosiers qui sont envahis de pucerons. Il se dit, mince, moi j'aimerais bien mettre un peu d'insecticide pour être tranquille avec ça. Il ne peut pas si les rosiers se trouvent dans la zone tampon de 1 mètre. Donc voilà, donc pas sur le trottoir, pas dans le filet d'eau évidemment, et pas dans la zone tampon de 1 mètre. Et si un particulier a un cours d'eau ou une rivière qui passe dans le fond de son jardin, par exemple, là, il doit respecter une zone tampon de 6 mètres. Donc, s'il a son potager qui se trouve dans cette zone tampon, il ne peut pas non plus appliquer de produits phytopharmaceutiques. Et ça, c'est depuis le 1er septembre 2014. Et ça concerne aussi, évidemment, l'allée de garage. Donc, en fait, il ne peut pas pulvériser, comme je viens de le dire, sur son trottoir, la zone tampon de 1 mètre. Mais il ne peut également pas pulvériser sur son allée de garage parce qu'on part du principe que l'allée de garage est reliée au trottoir, qui lui-même est relié au filet d'eau. Donc voilà, donc c'est relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, donc il ne peut pas pulvériser. Donc concrètement, en particulier, dès que c'est une surface dure, on peut partir du principe qu'a priori il ne peut plus rien mettre comme produit. Donc voilà concrètement, hein. Donc la photo ici, c'est un trottoir qui ne peut pas être pulvérisé, plus une zone tampon de 1 mètre qui ne peut pas être traitée non plus. Ou alors ici, donc avec la haie, donc une zone tampon également de 1 mètre. Là, tout simplement parce qu'en fait, vous avez un talus qui est en pente. Donc quand vous avez un talus, quand vous avez un terrain en pente, vous devez aussi respecter 1 mètre de zone tampon par rapport au-dessus de la crête. Donc là, par exemple, concrètement, le citoyen ne peut pas, enfin, s'il a envie, il ne peut pas pulvériser sa haie. Et alors, s'il y a un cours d'eau qui passe dans le fond de son jardin, il faut imaginer que le terrain est privé. Il doit respecter une zone tampon donc de 6 mètres par rapport au cours d'eau. Et donc le cas de l'allée de garage, par exemple ici, qui ne peut pas être pulvérisé, tout simplement parce que la partie en pavé est reliée
au filet d'eau. Et donc là, dans ce cas-là, c'est l'entièreté de son allée de garage qui ne peut pas pulvériser. Et alors, quelque chose qu'on voit souvent sur Facebook, hein, donc la recette un petit peu miracle, en litre d'eau avec un peu de sel de cuisine, de vinaigre. Et ben, en fait, il faut savoir que tout ça est interdit tout simplement parce que c'est pas agréé pour le désherbage. Donc, ce qu'on voit sur la photo en dessous, enfin à droite, ben, ce n'est pas de la neige, en fait, c'est du sel. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui va pousser, mais par contre, c'est interdit. Donc tout ce qui est sel et eau de javel et ou alors vinaigre, ben, ça ne peut pas être utilisé pour désherber. Alors c'est toujours un peu le paradoxe parce qu'on peut mettre du sel pour déneiger, mais on ne peut pas en mettre pour désherber parce que dans cette législation-là, ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et ben l'utilisation du sel comme désherbant ben, est interdite, y compris pour les professionnels, que ce soit donc les entrepreneurs de parcs et jardins ou alors les ouvriers communaux donc dans les communes ou les services publics. Alors une question qui nous voilà qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut pulvériser sur un parking si celui-ci est privé? Ben, en fait non, ça rentre un peu dans la même logique que les trottoirs des particuliers. On part du principe que c'est une surface dure, donc un TRNC, dans ce cas-ci ben, du béton, qui est sûrement relié, il y a sûrement bien un ou deux égouts, un ou deux avaloirs qui traînent quelque part. Donc vu que c'est relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, ben, on ne peut pas pulvériser. Et encore une fois, que vous soyez entrepreneur ou alors que ce soit un terrain public, ben, ça ne change rien. Dès que c'est une surface dure qui est reliée à un réseau de collecte des eaux pluviales, ben, donc c'est interdit. Donc tout ce qui est parking de grande surface, que ce soit privé ou public, ben, on ne peut plus mettre de produits pour désherber. Et ça, depuis le 1er septembre 2014 également. Alors, quelque chose qui est vraiment spécifique aux particuliers. Donc, comme je vous l'ai dit, ben, les particuliers ne peuvent plus utiliser de produits phyto pour désherber leur surface dure, trottoirs, allées de garage, terrasses. Et depuis le 1er janvier 2020, en fait, ils ne peuvent plus mettre d'herbicides de synthèse, qu'ils soient totaux ou sélectifs, sur l'ensemble de leurs propriétés. Donc, c'est-à-dire qu'un particulier qui est en gazon avec deux, trois adventices qui poussent, et lui, ce qu'il voudrait, c'est un gazon nickel sans herbe indésirable, ben, en fait, il ne peut plus mettre, depuis le 1er janvier 2020, d'herbicides de synthèse sélectifs. Donc, en fait, ben, voilà, on va reproduire du principe qu'à l'heure actuelle, ben, le particulier, en fait, il ne lui reste pas grand-chose à mettre, vu que finalement, en surface dure, il ne peut pas pulvériser. Et sur le reste de sa propriété, ben, on lui a aussi interdit les herbicides de synthèse. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, on a vraiment fortement limité l'utilisation des produits phyto par le particulier, tout simplement parce qu'il y a des chiffres, en fait, qui ont prouvé que, on a comparé ça, en fait, avec un agriculteur. Et ben, en termes de quantité, évidemment, c'est l'agriculteur qui en met le plus, vu qu'il a une plus grande surface à gérer. Maintenant, en termes de, je veux dire, de qualité, enfin, d'utilisation du produit, bon, on remarque que parfois le particulier ne connaît peut-être pas très bien le produit, alors il met peut-être un peu plus de doses, il ne respecte pas les bonnes conditions pour que la pulvérisation se fasse de manière optimale. Et donc, en fait, en termes de mètres carrés, ben, il faut savoir que le particulier met 4 fois plus de produits que un agriculteur, par exemple. Et que donc, c'est pour ça ben, qu'on a décidé vraiment enfin, que la région Wallonne, en tout cas, que le gouvernement a décidé de fortement limiter l'utilisation des produits phyto par le particulier. Donc ça ne concerne pas par contre les entrepreneurs de parcs et jardins, c'est vraiment spécifique à monsieur et madame tout le monde. Alors pour les entreprises de parcs et jardins, ben, en fait ça recoupe un peu les deux points que je viens de vous expliquer. Donc c'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, ben, depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus pulvériser sur les espaces publics. Donc, sauf pour les 4 exceptions, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, si vous avez quelqu'un qui vous appelle en échevin, en bourgmestre pour pulvériser dans sa commune, sachez que ça ne fait pas partie des exceptions, ben, c'est interdit. Et alors, vous ne pouvez également pas pulvériser, ben, vous devez un peu respecter finalement la législation qui est propre aux particuliers. Donc, vous ne pouvez pas non plus pulvériser sur les trottoirs, sur les allées de garage et sur les terrasses. Donc là, ben, rebelote, si vous avez en particulier voilà qui vous appelle pour entretenir son aide garage ou son trottoir, qui vous dit ben moi j'aimerais bien que vous le pulvérisiez, en fait vous ne pouvez pas le faire parce qu'on part du principe que c'est un TRNC qui est lié à un réseau de collecte des eaux pluviales. Donc si on l'interdit aux particuliers, ben évidemment on l'interdit aussi à d'autres personnes, sinon ça ne serait pas très logique. Donc directement que c'est une surface dure reliée à un réseau de collecte, vous ne pouvez pas. En fait à la limite le seul cas concret que j'ai trouvé vous en tant qu'entrepreneur pour traiter donc les surfaces dures, bah, c'est le cas d'un terrain de pétanque qui est vraiment, on va dire, délimité correctement
qui n'est relié à rien, à aucun réseau de collecte. Donc ce serait pour moi l'unique exception d'une surface sur laquelle vous pouvez toujours pulvériser en tant qu'entrepreneur. Donc dès que c'est dur, une surface dure, vous ne pouvez pas pulvériser. Et donc rebelote comme pour les communes. Hein, donc si un particulier vous appelle, vous demande de pulvériser son allée de garage, pas de bol à ce moment-là, vous avez justement un agent de la DNF ou un agent constatateur qui passe. Il vous voit pulvériser, il va pas se retourner contre le particulier, mais il va se retourner contre vous. Encore une fois, parce que vous avez une phytolicence et que donc vous devez savoir que c'est interdit donc de pulvériser sur cette surface-là. Et donc c'est sur vous que ça va retomber. Donc rebelote, il y a aussi voilà la zone de tampon de 6 mètres donc à respecter. Donc si un particulier vous demande de pulvériser, de mettre du sélectif à proximité d'un cours d'eau, si c'est dans la zone des zones tampons de 6 mètres, ben, vous ne pouvez pas. Et s'il vous demande de pulvériser ces rosiers là, qui sont dans la zone tampon de 1 mètre, donc par rapport au trottoir, ben, vous ne pouvez pas non plus. Pareil pour l'allée de garage, donc je viens de le dire, vous ne pouvez pas pulvériser sur son allée de garage. Hop, ça c'est les cas concrets que j'avais montré tout à l'heure. Et alors, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas non plus pulvériser donc donc sur les parkings, qu'ils soient privés ou publics. Encore une fois, c'est une surface dure reliée à un réseau de collecte des eaux pluviales, donc c'est interdit. Par contre, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez toujours utiliser des produits phyto sur tout ce qu'on appelle terrain meuble non cultivé en permanence. Donc c'est tout ce qui est pelouse, gazon, zone à nu. Donc par exemple, ce que vous pouvez toujours faire, ben, c'est mettre en sélectif chez un particulier si la partie que vous pulvérisez ne se trouve pas dans une zone tampon. Et alors, ce que vous pouvez faire également, ben, si un particulier vous demande je sais pas, de mettre en place une prairie fleurie ou alors de créer un nouveau gazon, là vous pouvez toujours pulvériser pour le remettre à nu et donc ressemer par la suite. Donc c'est vraiment à la limite un des seuls endroits, enfin une des seules choses que vous pouvez toujours faire. Donc c'est la pulvérisation chez les terrains meubles, sur les terrains meubles, pardon, non cultivés en permanence. Évidemment, si vous détenez une phytolicence. Depuis le 1er janvier 2018, j'y reviendrai plus tard, mais vous ne pouvez plus pulvériser dans tout ce qui est, je dirais, espace ouvert au public. Hein. Donc les parcs, les jardins, les espaces verts, les terrains de sport. Tous ces endroits-là ne peuvent plus être pulvérisés depuis le 1er juin 2018, que ce soit par le secteur public ou par le secteur privé, donc les entrepreneurs. Et donc vous ne pouvez plus pulvériser sur les espaces publics depuis le 1er juin 2019. Mais ça, donc, je l'avais déjà dit. Ouais, donc concrètement, le cadre d'un jardin donc ouvert au public, par exemple, ça pourrait être je sais pas, vous êtes appelé par les jardins danois pour pulvériser leurs allées ou alors pour mettre du sélectif sur leur pelouse. Vu que c'est un espace qui est ouvert au public, mais depuis le 1er juin 2018, vous ne pouvez plus pulvériser. Alors, vous pouvez encore pulvériser chez le particulier si vous détenez une phytolicence et en respectant la législation, donc le cas des zones tampons, etc. Et donc, ne plus pulvériser dans les parcs et jardins publics ou privés ouverts au public, mais ça je l'ai déjà dit, depuis donc le 1er juin 2018. Et en fait, toutes ces recommandations se retrouvent donc dans l'arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013. Donc voilà, si vous voulez, je veux dire la preuve légale, tout se trouve là-dedans. Alors, dernier point, le public vulnérable et les lieux ouverts au public. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Hein. Donc, depuis le 1er juin 2018, l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques dans des espaces accueillants en public vulnérable. Le public vulnérable, c'est quoi? C'est des enfants, des personnes malades, des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, en fait, tout ce qui est hôpitaux, crèches, écoles, maisons de santé, maisons de repos pour personnes handicapées ou centres spécialisés pour l'accueil des personnes handicapées. Mais dans tous ces lieux-là, en fait, vous ne pouvez plus mettre de produits phyto depuis le 1er juin 2018, que ce soit privé ou public, donc également dans les hôpitaux. Et alors, interdiction donc de pulvériser, décidément, ça revient souvent, des produits phytopharmaceutiques dans les parcs, les jardins, les espaces verts, les terrains de sport, des loisirs publics ou privés ouverts au public. Mais ça, je l'avais déjà dit. Donc voilà, concrètement, des espaces que vous ne pouvez plus pulvériser actuellement depuis le 1er juin 2018. Donc les terrains de foot, les écoles, les homes, les plaines de jeux évidemment parce que c'est fréquenté par des enfants, ou alors les parcs d'attractions. Donc si vous avez Perry Daïsa qui vous appelle pour pulvériser son allée en pavé ou en gravier, donc vous ne pouvez pas le faire simplement parce que c'est un parc d'attractions et que donc il y a du public voilà qui fréquente ces lieux.
Et alors une protection, je veux dire, supplémentaire qui avait été mise en place pour donc les écoles et les crèches, enfin en tout cas pour les établissements qui accueillent des enfants. En fait, c'était plutôt une mesure qui avait été mise en place pour les agriculteurs, ça vous concerne peut-être un peu moins. Mais donc en fait, on ne peut plus pulvériser à proximité des écoles et des crèches lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h. On ne peut pas pulvériser à moins de 50 mètres des écoles durant les heures de fréquentation. Donc ça, c'était pour éviter, si on a une cour de récréation qui est vraiment juste à côté d'un champ, que l'agriculteur se pointe pendant la récréation et donc pulvérise voilà à 2 mètres des élèves et donc voilà ça fait toujours un petit peu stresser un petit peu tout le monde, ce qui est un peu normal. Donc c'est pour ça il y a cette donc nouvelle loi qui interdit donc de pulvériser à moins de 50 mètres des écoles et des crèches pendant les heures de fréquentation. Alors les heures de fréquentation, c'est quoi? C'est donc de 7h30, enfin ça n'a pas vraiment été défini, mais on part du principe que c'est l'heure à laquelle arrive le premier élève et part donc le dernier. Mais voilà, on espère que ce sera défini dans les mois qui viennent. Et alors, obligation d'utiliser un matériel qui réduit la dérive de minimum 50%. Donc pour éviter voilà que le produit parte un peu dans tous les sens. Alors, si vous utilisez encore donc des produits phytopharmaceutiques, donc que ce soit pour les exceptions en commune, donc par exemple pour l'Arnaud du Japon, ou que ce soit pour les entrepreneurs, je suis en particulier qui vous demande de mettre du sélectif sur sa pelouse, sachez qu'il faut toujours consulter pardon, le site PhytoWeb, donc avant, pour voir si le produit est homologué et voir si vous pouvez toujours l'utiliser. Donc là, vous vous rendez sur le site PhytoWeb, vous allez dans Consulter autorisation, puis vous avez dans Recherche autorisation, vous avez Recherche par nom, vous tapez le nom du produit, s'il se trouve dans la liste, voilà, vous pouvez toujours l'utiliser. Si vous avez un doute, vous pouvez également nous contacter. Nous, on peut regarder pour vous et dire, voilà, si le produit est toujours agréé, ça vous évitera d'utiliser un produit qui n'est plus agréé et donc voilà d'avoir une amende suite à ça. Donc le site PhytoWeb qui est vraiment la référence légale en termes d'homologation donc de produits phytopharmaceutiques. Et voilà, j'en ai fini. Donc voilà mes coordonnées. Donc au cas où vous avez des questions sur cette législation qui parfois est un petit peu farfelue ou un petit peu compliquée. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous on peut vous envoyer toutes les infos. Donc par mail ou vous répondre par téléphone sans aucun problème. On est là pour ça. Donc faut vraiment pas hésiter. Voilà, merci à tous. Ben, merci beaucoup Thibaut, je pense que c'était quand même relativement complet malgré les contraintes de temps. Il y a eu pas mal de commentaires et de questions déjà. Euh, je pense qu'on va les prendre une par une au risque que ce soit un peu décousu, mais comme ça on couvrira tout. Ouais, pas de Euh, problème. donc il y avait une personne qui avait commenté lorsque tu parlais justement de la législation pour les particuliers en disant que les talus et les bords de route étaient aussi, on pouvait pas non plus y pulvériser. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, généralement, c'est considéré comme espace public. Donc, Mm. voilà, donc c'est interdit depuis le 1er janvier 2019 et en fait, c'est interdit même depuis le 1er janvier 1984. Ah oui, Donc, ça date. mais il y avait peut-être, voilà, en fait, il y avait peu de gens qui le savaient, mais tout ce qui était, pulvérisation, je veux dire, des zones enherbées, en fait, en commune, depuis le 1er janvier 1984, on ne peut plus le faire. Mhm. Donc, ouais, donc les talus de bord de route, ah non, je le ferai pas. À propos des zones tampons, il y a quelqu'un qui rappelait que c'était interdit de pulvériser non seulement pour les Ouais. particuliers, parce que tu en as beaucoup parlé pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Mhm. Ouais, tout à fait. Une question que qu'on peut se poser effectivement, qui est chargé du contrôle et de la verbalisation? Tu as parlé des agents de la Euh, DNF et des agents ouais, constatateurs, mais peut-être que tu peux moi, les préciser. retours que j'ai, c'est que c'est surtout la DNF, Mhm. donc les contrôles, mais ça peut être fait par un agent constatateur communal aussi, hein, quelqu'un Et dans les qui passe faits, dans la c'est beaucoup commune et qui fait? constate une Enfin, infraction. dans la pratique, c'est beaucoup fait. Pardon. Dans la pratique, ça se fait beaucoup. Dans la C'est pratique, régulier. c'est beaucoup les agents de la DNF qui font les contrôles. Ouais. D'accord. Et point de vue contrôle, en fait, oui, il y en a de plus en plus, je dirais, depuis le 1er juin 2019. Parce qu'en fait, il y a eu toute une période de transition hein, pour les communes, hein, donc du 1er janvier 2014, je vais dire, au 1er juin 2019.
où là, il y avait 5 ans, où les communes, c'est un peu de trouver des alternatives aux produits phyto, parce que c'était quand même un grand, grand changement. Donc là, je dirais que la région Wallonne a été voilà, c'est un petit peu plus cool pour laisser le temps aux communes de trouver des solutions. Mais maintenant qu'on est vraiment au 1er janvier 2019, que les communes ont eu 5 ans pour trouver des alternatives, les contrôles sont beaucoup plus fréquents. Et on en a la preuve, parce qu'on a pas mal de communes qui nous disent qu'ils ont été contrôlés. Donc, D'accord, ouais, il y en a de plus en plus. c'est bon à savoir. Il y a une personne qui demande s'il y a une législation spécifique pour les postes haute tension et pour les abords de chemin de fer Les postes haute tension, je en ne sais face de pas. Ça faudrait que je me gravier. renseigne. Je n'aurais pas, pour pas dire n'importe quoi, je préfère me renseigner avant. Par contre, pour les chemins de fer, oui, ils ont donc Infrabel a une dérogation en fait. Donc pour Ah oui, pulvériser le long des voies de chemin de fer. Par contre, ils ne peuvent pas pulvériser sur les quais, sur les parkings, etc. C'est vraiment d'accord, pour un point de vue de sécurité. Là, ils peuvent pulvériser de part et d'autre des voies de chemin de fer. Mais attention, actuellement, et je ne sais pas si ça va évoluer, mais ça ne concerne pas les trains touristiques. Donc, qu'on peut d'accord. retrouver un petit peu. Donc voilà, ça ne concerne que les lignes, je veux dire, classiques d'Infrabel, quoi. Ok. On passe à des questions et des commentaires sur les types d'herbicides. Quelqu'un qui demandait comment faire la différence entre un herbicide de synthèse et un herbicide autorisé pour les particuliers. Mhm. En fait, c'est assez compliqué parce que concrètement, il faut aller voir la fiche sur PhytoWeb et voir un peu et voir un peu la composition Ouais, du c'est produit. composition. Moi, quand je pense à un herbicide autorisé pour les particuliers, je pense par exemple à l'acide pélargonique, enfin à base d'acide pélargonique. Mais alors, comme je dis, il faut vraiment vérifier, il faut bien vérifier la fiche technique parce que parfois il y a des substances qui sont rajoutées avec qui elles ne sont pas des substances autorisées. Donc le produit est interdit. Donc c'est assez compliqué à dire sans voir la fiche, sans voir la fiche du produit. Donc Mhm. c'est pour ça que je parlais de PhytoWeb. Mais attention, c'est pas parce que le produit est naturel. Donc si je prends c'est un produit à base d'acide pélargonique qui peut être utilisé sur le trottoir, par exemple. Donc Ouais. le trottoir, que ce soit un produit bio, que ce soit un produit chimique ou naturel, enfin on peut lui donner plein de noms, hein. De plus en plus, on a des fournisseurs qui viennent avec des produits écologiques et tout ça. Mais dès que c'est considéré comme produit phyto, que ce soit bio, écologique, qu'ils aient mis un petit papillon vert sur la boîte pour faire un peu un effet environnement et tout ça, voilà, c'est interdit. D'accord. Donc Donc il faut. concrètement, le particulier ne pourrait plus utiliser ces produits-là, je veux dire à faible impact, que Mhm. sur sa pelouse, quoi. Ou sur Ouais. ou sur sa parterre de fleurs, si voilà, si ça le dérange d'avoir deux Et, trois plantes qui poussent. d'accord. Et la difficulté, c'est que il y a beaucoup d'herbicides qui sont de fait interdits, qui sont encore vendus et disponibles dans les Ouais, jardineries, par exemple. ouais, ça c'est un peu absurde, mais c'est tout simplement parce que la vente en Belgique c'est le fédéral et l'utilisation c'est la région. Donc le fédéral dit qu'on peut les vendre, mais la région donc dit qu'on ne peut pas les utiliser. Donc effectivement, vous Mhm. pouvez toujours acheter du produit dans une grande surface alors que vous ne pouvez pas le mettre, quoi. Toto, enfin, c'est le cas des herbicides Toto et sélectifs. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Oui, d'ailleurs, si vous allez dans les grandes surfaces de magasins de bricolage, vous voyez par exemple en herbicide à base d'acide pélargonique. Donc ils mettent naturel dessus. Effectivement, c'est plus naturel que du glyphosate. Donc les gens mettent ça sur leur trottoir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, que sur n'importe quel produit sur votre trottoir, c'est interdit. Mhm. Donc oui, en fait, les gens se font avoir parce qu'ils achètent du produit qui en fait qui ne peuvent pas mettre, quoi. D'accord. Donc, faut être Et donc c'est vigilant pour à ça ça. qu'on a comme projet justement de sensibiliser un peu toutes ces grandes enseignes pour voilà, parce que parfois si vous allez dans ces grandes enseignes, vous vous rendez compte que la personne qui vous vend le produit, elle sait même pas que vous pouvez pas le mettre, quoi. Donc Ouais. le but c'est un peu de les sensibiliser et de les informer un peu de la législation. D'accord. Vers la fin de ta présentation, tu as précisé que qu'on pouvait plus pulvériser à moins de 50 mètres des écoles. Donc il y a quelqu'un qui précisait qu'il s'agissait en fait des écoles, mais aussi des homes et j'imagine de tous Non, en fait, c'est ça les qui est lieux où il y a un public vulnérable.
En fait, c'est ça. Pendant les heures de fréquentation, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça ne concerne que les écoles et les crèches. Donc, D'accord. en gros, la législation dit qu'on ne peut pas pulvériser pendant les heures de fréquentation à proximité des écoles et des crèches, enfin, en tout cas des lieux fréquentés par les enfants. Mais par exemple, à proximité des hôpitaux et des homes, on peut toujours. Faut pas me demander pourquoi. C'est la loi qui a été faite ainsi. Mhm. Mais donc, si voilà, cette loi avec les heures de fréquentation ne concerne que les lieux fréquentés par les enfants, quoi. D'accord. Mais je sais bien que ça peut paraître bizarre. Alors, il y a eu un autre commentaire sur ce truc des moins de 50 mètres. Interdiction pour agriculteurs de pulvériser à moins de 50 mètres d'une école, mais il a le droit de pulvériser sur toute sa surface cadastrale, donc pas de bande tampon sur sa parcelle. Ouais, Euh, des jeux qui jouent parcelles cultivées de fruitières. Mais en toute logique, en fait, il faut voir dans l'arrêté si les planes de jeu rentrent. Ça, je peux regarder, mais il faut voir si les planes de jeu rentrent dans les établissements ou dans les lieux qui sont concernés par ces zones tampons de 50 mètres. mhm, Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que si ça ne fait pas partie si ça va, enfin, si les planes de jeu ne rentrent pas dans ces zones qui doivent donc respecter ces zones de 50 mètres, ben oui, effectivement, l'agriculteur peut pulvériser alors à proximité d'une plane de jeu, même s'il y a des enfants voilà, qui se trouvent dedans. Maintenant, dans ces cas-là, ben, enfin, nous, quand on discute en tout cas avec des agriculteurs, ben, on essaye surtout que ce soit des bonnes pratiques et surtout une sorte de convention parfois qui se fait entre un agriculteur et la commune, où l'agriculteur s'engage à pulvériser soit tôt le matin, soit tard le soir, quoi. mhm. Dans ces cas-là, c'est plutôt je veux dire, c'est plutôt du bon sens qui doit prendre le dessus, quoi. Ouais, Mais je vais quand même, en fait, il faut que je vérifie si les plaintes de jeu sont concernées par cette zone tampon. d'accord, donc on reviendra là-dessus. Ouais. Oui, alors je l'ai pas dit dans dans l'introduction, mais on va vous envoyer les supports pédagogiques des intervenants. Euh, Ensuite, il y avait une autre question, est-ce qu'il y a une zone tampon ou d'autres mesures à respecter à proximité des terrains de particuliers? Pour un agriculteur, est-ce que, ben, en fait, actuellement, un agriculteur peut pulvériser sur la totalité de sa parcelle. Donc, il peut aller, enfin, je connais un peu moins la législation basée sur l'agriculture, mais pour moi, il peut aller il peut pulvériser l'ensemble de sa propriété, l'ensemble de son champ, même s'il y a un jardin d'un particulier qui se trouve à 1 mètre, quoi, ou même à 30 centimètres. Donc, les règles donc pour les agriculteurs, c'est qu'ils doivent respecter une zone tampon minimum de 6 mètres s'il y a un cours d'eau, une rivière ou autre. Mais actuellement, ils n'ont pas de règles à respecter par rapport à une habitation. Sauf D'accord. s'il s'agit d'une école ou d'une crèche, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Mais là, encore une fois, on est vraiment dans du bon sens et Ouais. dans des bonnes pratiques, quoi. Faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui pulvérisent tôt le matin parce que voilà, c'est intéressant pour eux, c'est des bonnes conditions. Donc, et également le soir. Donc, voilà. Donc, ouais, non, légalement, il n'y a rien qui est interdit. D'accord. Et puis je pense que ça va être le dernier commentaire. Si le talus est privé, le privé respecte le mètre de bande tampon, mais après, vu que le terrain est meuble, peut-il pulvériser? Alors, si le talus est privé, ben, son talus, en fait, il ne peut pas le pulvériser. Il respecte son tampon de 1 mètre et ensuite, oui, il peut. Mhm. Il peut, si c'est un entrepreneur, il peut avec n'importe quel produit. Si c'est un particulier, il ne peut pas avec un produit de synthèse. D'accord. Bon, voilà. Bah, je pense qu'on va. De toute façon, il n'y a plus de questions là. On va pouvoir passer à la présentation Je de voyais juste une question, l'association. peut-être juste Ah oui, répondre. pardon. Euh, donc, comment protéger les citoyens qui sont directement voisins d'un champ pulvérisé, que faire en cas de litige? Généralement, ça passe en concertation, ben voilà, cette concertation entre la commune et l'agriculteur et la personne concernée. Ça passe beaucoup par de la communication. Et en cas de litige, ben, ça pourrait être, ben, je pense qu'il faut mieux appeler les agents de la DNF qui connaissent vraiment bien l'ensemble de la législation. Donc, pour vraiment avoir voilà, la bonne réponse. Mais comment protéger les citoyens actuellement, à part la communication, vu qu'il n'y a pas de texte légal, Mhm. ça passe beaucoup par de la concertation.
Oui, en fait, j'avais pas vu qu'il restait, j'avais pas scrollé. Et en fait, il y a encore plein de questions. Euh, ok, est-ce qu'on peut encore répondre à une ou deux questions? Oui, ben, je vois. Enfin, ouais, s'il y a clairement preuve de pulvérisation, oui. Un agent peut adresser un PV en particulier. D'ailleurs, oui, j'ai eu un contact il y a quoi? Il y a plus ou moins 15 jours d'un un agent qui m'informait voilà, qu'il avait sanctionné donc un particulier qui pulvérisait son trottoir. Donc oui, un agent peut sanctionner un particulier qui pulvérise. Je crois qu'il y avait cette question un petit peu plus haut, mais qui disait sur un trottoir, à la rigueur, c'est facile à observer le manquement à la règle, mais sur un cours d'eau, comment ça se passe en fait? Ça me paraît assez compliqué. Hmm. À part, enfin, je veux dire, à moins d'investir dans des drones ou des hélicoptères, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait vraiment aller voir voilà, ce que fait le particulier chez lui. Donc c'est pour ça que nous, on passe beaucoup par de la communication. Mais c'est impossible pour moi, pour un agent de la DNF, de contrôler. De toute façon, on ne pourrait pas contrôler tout le monde. Et Mhm. tant que les produits vont être en vente, ben, il y en aura toujours qui vont, à mon avis, il y en aura toujours qui vont frauder. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus de la communication. D'accord. Euh, bon bah, si ça vous va et pour pas être trop en retard, je propose qu'on passe à la deuxième présentation, puis ensuite on refera à nouveau des questions. Ok. Réponse. Euh, Sophie, je te mets en présentatrice. Oui, parfait. Voilà. Alors, je mets vite en diaporama. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Je pense que c'est bon. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Sophie Demolle et je vais vous parler maintenant de la phytolicence. Alors, je vais essayer de passer en revue un peu tous les aspects, mais pas non plus trop dans les détails, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi ça a été mis en place, pour qui, et comment ça fonctionne. Et puis, il y a évidemment une partie questions-réponses pour parcourir avec vous toutes vos questions et à ce sujet-là. Donc, je m'appelle Sophie Demolle, je travaille pour la cellule phytolicence de l'ASBL Corder. L'ASBL Corder, en fait, a pour but de promouvoir des activités de coordination entre la recherche agronomique et les besoins du développement rural. Donc, elle essaie vraiment de faire le lien entre ces deux mondes et elle le fait à travers ces différentes cellules. Donc, il y a la cellule phytolicence appui scientifique dont je fais partie, mais il y a également le comité régional phyto qui informe énormément au niveau de la législation, qui fait beaucoup de vulgarisation de la législation. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions propres à l'agriculture, à la législation concernant l'agriculture, les zones tampons, etc., à les adresser à mes collègues du comité régional phyto. Et on a également la clinique des plantes. Mais donc aujourd'hui, on va parler phytolicence. Alors, qu'est-ce que la phytolicence finalement? C'est donc un certificat délivré par le gouvernement fédéral qui s'assure que vous, ou en tout cas l'utilisateur professionnel, distributeur ou conseiller, a les connaissances requises suffisantes et manipule donc correctement les produits phytopharmaceutiques. C'est une obligation légale qui ne vient pas nécessairement que de la Belgique, qui vient d'une directive européenne qui impose à chaque État de l'Union membre de mettre en place un système de certification à destination de tous les utilisateurs professionnels, mais également les distributeurs et les conseillers de produits phytopharmaceutiques. Donc en Belgique, on parle de phytolicence. En France, ce sera le certifito. L'Allemagne en a également, mais je n'ai plus le nom par cœur. Le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc voilà, la plupart des pays européens ont mis en place un système. Maintenant, chacun le met en place à sa manière. Donc il y a parfois des équivalences entre les pays, pas toujours entre tous, mais on avance pas mal dans ce sens. Et l'objectif du coup de la phytolicence est de réserver les manipulations de produits phytopharmaceutiques aux personnes ayant les connaissances requises. C'est vraiment confirmer que la personne qui utilise un produit phyto a eu suffisamment d'informations pour pouvoir l'utiliser correctement, dans le but évidemment de limiter autant que possible les risques que peuvent présenter ces produits pour la santé et pour l'environnement. Donc ça rentre dans le cadre que Thibaut expliquait très bien du programme wallon de réduction des pesticides. Alors,
Il y a plusieurs types de phytolicences en Belgique qui sont destinés à différents types d'utilisation. Alors, on les a présentés dans un schéma où certaines phytolicences s'englobent, parce que vous verrez qu'il y en a une, donc la P3 par exemple, qui permet de faire en gros ce que fait la P1 et la P2. Je vais tout d'abord vous expliquer ce que chacune, pour quelle utilisation chacune est prévue, et donc vous verrez après pourquoi ça s'englobe. Donc la P1 est réservée à l'assistant à usage professionnel. Donc elle permet d'appliquer des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel sous l'autorité d'un détenteur d'une P3 ou d'une P2. Donc il ne pourra pas le faire seul. Il aura une personne au-dessus de lui qui lui dira voilà la quantité à pulvériser, l'endroit sur lequel pulvériser, etc. Et le P2 du coup c'est usage professionnel et achat. Elle autorise donc l'achat et l'utilisation de produits à usage professionnel. Et donc un P2 peut avoir avec lui un ou plusieurs P1, maximum 10 par détenteur d'une P2, à qui il dira voilà ce que vous devez pulvériser. Mais le P2 est en charge de l'achat et du stockage et de l'utilisation des produits. Un P3, lui, la P3 autorise la vente et le conseil de produits à usage professionnel. Donc, c'est typiquement le vendeur de produits professionnels, le conseiller. Mais un P3 peut faire les mêmes usages que le P2 ou la P1. Donc, le P3, on considère qu'il a les connaissances que doivent savoir un P1 ou un P2. Donc voilà. Mais le P3 pourra vendre des produits, ce qu'un P2 ou un P1 ne peut pas faire. Le NP, donc cette phytolicence-là, est prévue pour la vente et le conseil de produits à usage amateur, donc typiquement dans les bricots. Donc elle ne veut pas vendre de produits à usage professionnel. Et alors il y a la PS qui est quand même beaucoup moins répandue entre guillemets, qui est donc prévue pour un usage spécifique. Donc c'est pour les utilisateurs de produits à usage professionnel toujours, dont l'acte d'agréation indique que l'usage de ceux-ci est réservé aux personnes possédant ce type de phytolicence. Donc c'est vraiment pour certains produits uniquement et c'est spécifié dans leur acte d'agréation, donc dans l'acte des produits. Donc ça c'est par rapport aux phytolicences de manière générale. Alors pour l'obtention, je vais vraiment maintenant venir dans les détails, mais en gros, on suit des formations pour obtenir une phytolicence. C'est une formation initiale qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais voilà, j'y reviendrai après. La phytolicence, comme c'est un certificat qui atteste de vos connaissances, eh bien, il faut prouver qu'on continue à avoir les connaissances et qu'on se met à jour. Donc, il y a des formations continues à suivre tout au long de la validité de la phytolicence pour continuer à se tenir au courant. Et donc, la validité, elle, est de 6 ans, pour la plupart en tout cas. Alors, je passe à la partie obtention. Donc, comment obtenir une phytolicence? Plusieurs cas de figure sont possibles. Tout d'abord, est-ce que la personne a un diplôme reconnu? Alors, il y a sur le site phytolicence.be, j'ai mis les liens dans la présentation un peu plus loin, donc ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez. Il y a la liste des diplômes qui sont reconnus. Ce sont des diplômes, il y a toute une série de diplômes qui soient d'écoles supérieures, d'universités, mais également de différentes écoles dans le secteur. Et donc, les titres des diplômes qui donnent accès à certaines phytolicences sont spécifiés dans ce document. Donc, ça vaut la peine d'abord d'aller voir sur cette liste-là. Si vous avez un diplôme reconnu et qui date de moins de 6 ans, alors vous pouvez faire votre demande en ligne de phytolicence, toujours sur le site phytolicence.be. Si vous avez un diplôme reconnu mais qui date de plus de 6 ans, alors on considère qu'il faut renouveler les connaissances, en gros. Et donc, il faudra suivre un certain nombre de formations continues. Et après avoir suivi ces formations continues, vous pourrez faire de la demande en ligne. Ou en tout cas, vous pouvez déjà faire la demande avec votre diplôme de plus de 6 ans et vous recevrez un mail du SPF vous informant que vous devez suivre un certain nombre de formations continues pour pouvoir obtenir votre phytolicence. Alors, autre cas de figure, vous n'avez pas de diplôme reconnu, c'est pas un souci, c'est pas une obligation. Alors là, il y a 2 options, soit vous suivez une évaluation qui est obligatoire. Alors j'ai mis un astérisque parce qu'en fait, si on suit l'évaluation sans avoir suivi de formation initiale, on a une chance entre guillemets. Donc si vous réussissez l'évaluation, vous pouvez demander votre phytolicence. Cependant, si vous échouez l'évaluation, vous devez suivre obligatoirement une formation initiale pour pouvoir ensuite repasser l'évaluation. Et en cas de réussite, vous pouvez faire votre demande en ligne. Voilà, ça c'est en gros pour l'obtention. Si maintenant vous avez suivi la formation initiale, que vous passez l'évaluation, que vous échouez, vous pouvez repasser l'évaluation sans resuivre la formation initiale.
toujours pour une phytolicence. Alors, du coup, voilà. Alors, donc je parlais de formation phytolicence, donc on parle de deux types de formation phytolicence. On a la formation initiale qui se compte en heures et qui est prévue pour l'obtention de la phytolicence, et donc qui n'est pas obligatoire. Et en fait, je pense que le fait de pouvoir passer une évaluation sans avoir suivi la formation initiale permet aux personnes qui travaillent dans le secteur depuis un certain temps, qui ont suffisamment de connaissances, d'accéder à la phytolicence plus facilement, et l'évaluation sera là pour confirmer qu'elles ont les connaissances suffisantes. Nous, on conseille fortement, évidemment, aux personnes qui démarrent dans le secteur de suivre d'abord une formation initiale pour être sûr que ces personnes vont parcourir l'entièreté de la matière et auront suffisamment d'infos pour pouvoir non seulement réussir l'évaluation, mais surtout travailler dans le but de la phytolicence, avec sa phytolicence. Donc, la formation initiale, la durée varie en fonction du type de phytolicence. Pour la P1, ce sera 16 heures, autant que comme pour la NP. P2, 60 heures de formation. P3, 120 heures. La formation continue, elle se compte plutôt en modules. Parce qu'on le gouvernement a défini un certain nombre de modules obligatoires pour assurer la prolongation de sa phytolicence. Donc, un module, il faut savoir que ça dure minimum 2 heures, mais ça peut durer 3 ou 4 heures, en fonction du contenu de la formation. Et cette formation est prévue dans le cadre principalement de la prolongation de la phytolicence, mais également pour l'obtenir quand on fait une demande sur base d'un diplôme de plus de 6 ans. Et donc, pour la P1, il faudra suivre 3 modules. Pour la P2, 4, la P3, 6 et la NP, 2 modules. Donc ça, c'est par rapport aux modules. Alors maintenant, on en vient, donc les personnes ont obtenu leur phytolicence, donc doivent donc s'assurer de leur prolongation. Alors comment on fait pour assurer la prolongation de sa phytolicence? C'est donc suivre, comme je disais, un certain nombre de formations continues. Donc ici, le schéma que vous avez devant vous part du principe que la personne a suivi suffisamment de formation avant la date d'expiration de sa phytolicence. Alors, j'y reviendrai plus tard dans la présentation. La date d'expiration, en fait, la personne la connaît lorsqu'elle demande sa phytolicence parce qu'elle reçoit un document donnant le numéro, la date d'expiration. Mais elle peut également retrouver cette date sur son compte en ligne phytolicence. Mais ça, j'y reviendrai donc après pour expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, on part du principe que la personne est en ordre, sa phytolicence expire à une certaine date, elle a suivi tous les modules de formation continue. Donc, un P2 a suivi les 4 modules. Il n'a rien d'autre à faire. Donc, s'il a suivi toutes les formations nécessaires, sa phytolicence sera prolongée automatiquement pour 6 ans avec le même numéro. Il recevra une notification du SPF par email pour l'informer que la phytolicence est prolongée et qu'il est en ordre. Il n'y a aucune démarche administrative supplémentaire à faire. Juste avant de continuer, j'ai regroupé en fait P1, P2 d'un côté, P3, NP de l'autre. Pour une raison, c'est-à-dire que la P1, P2, les P1, P2 sont des phytolicences gratuites, les P3 et NP sont des phytolicences payantes. Il faut payer 220 € pour sa phytolicence. Donc c'est pour ça qu'elles sont séparées, parce qu'il y a une étape en plus quand on arrive dans les P3 et NP. Donc si la personne a une P2, elle fait que 3 formations sur 4, eh bien elle doit encore en faire une dernière avant la date d'expiration. J'insiste vraiment là-dessus. Et ensuite, ce sera en ordre. Alors, il faut savoir que donc, quand on suit une formation continue, la plupart des centres demandent la carte d'identité, la passent dans un lecteur de carte, et donc ça permet d'avoir de manière plus efficace, disons, le numéro de registre national. C'est pas pour autant que le point est accordé directement, parce qu'après il faut envoyer le fichier et l'encoder au niveau du SPF. Ça se fait relativement vite. On essaye vraiment de tout faire, surtout quand on va arriver près des dates d'expiration, pour envoyer les données assez vite, mais donc il faut quand même considérer qu'il faut peut-être 10 jours. Donc, imaginons que la phytolicence expire le 24 novembre 2021, eh bien, il faut éviter de suivre la dernière formation continue le 23. Ce sera la date qui sera prise en compte, mais les données ne seront pas encodées directement. Donc, par sécurité et pour être sûr que tout se suive correctement, comptez quand même 3 semaines à 1 mois pour la dernière formation avant la date d'expiration. Alors, pour la P3NP, le principe est le même, si ce n'est qu'au milieu, donc une fois que vous avez suivi toutes les formations continues, on vous demandera de payer une facture que vous recevrez de nouveau de la part du SPF Santé Publique, donc qui gère la phytolicence au niveau fédéral. Et une fois que la facture sera payée, la phytolicence sera prolongée. Et donc, dans le cadre d'une prolongation dans les temps,
la seule démarche administrative consiste à payer la facture pour les P3NP. Vous gardez le même numéro, vous êtes prolongé pour 6 ans après la date d'expiration. Et voilà, c'est reparti. Vous recevez un email ou un courrier si vous n'avez pas rempli d'email lors de la demande de phytolicence. Alors, je disais, j'insiste sur le fait de faire les formations avant la date d'expiration, parce qu'il faut savoir que si vous n'êtes pas en ordre de formation avant l'expiration, dès le lendemain de cette date d'expiration, la phytolicence a expiré. Donc, vous n'êtes plus autorisé à utiliser, stocker, acheter ou vendre des produits en fonction du type de phytolicence. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas une transition. C'est vraiment, elle expire le 24 novembre, le 25. Si vous n'avez pas suivi vos formations, vous ne pouvez plus utiliser les produits. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on insiste sur le fait de faire un maximum pour suivre les formations avant la date d'expiration. Il n'y a pas non plus énormément de formations à suivre si on arrive à les faire sur les 6 ans de validité. Donc, le principe, c'est vraiment d'étaler ces formations sur l'entièreté de la validité de la phytolicence pour pouvoir continuellement s'informer, mais après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport à la prolongation. Alors, il y a une nouveauté, une information qu'on a eue il y a une dizaine de jours, qui concerne les phytolicences qui expiraient cette année. Donc, la première vague d'expiration des phytolicences était prévue le 24 novembre 2020. Cependant, étant donné que depuis mi-mars, les formations continues ont été annulées suite à la crise du coronavirus et que nous n'avons pas vraiment de visibilité par rapport aux futures formations, parce que malheureusement, ça reprend pas à pas, mais voilà, tout n'est pas encore revenu à la normale. Et étant donné aussi qu'en été, il y a beaucoup moins de formations continues de manière générale, dû à la réalité du secteur, il a été décidé au niveau fédéral de prolonger d'1 an toutes les phytolicences qui devaient expirer le 24 novembre 2020. Et alors, je dis bien toutes les phytolicences parce que même celles qui étaient déjà en ordre, pour lesquelles les détenteurs avaient déjà reçu un email en disant voilà, vous êtes en ordre, elle sera prolongée, elles seront prolongées d'1 an. Donc, les phytolicences actuelles expireront, enfin, les phytolicences qui devaient expirer le 24 novembre 2020 expireront le 24 novembre 2021. Les détenteurs vont recevoir un email de la part du SPF pour leur informer, pour leur donner la nouvelle date de validité qui sera également accessible dans le compte en ligne. Donc, l'objectif de cette mesure exceptionnelle, c'est vraiment de permettre aux personnes qui n'étaient pas en ordre pour cette année d'avoir plus de temps, malgré les conditions particulières que nous avons vécues les derniers mois. Et voilà, donc ça devrait normalement 1 an de plus, à moins vraiment de nouveau d'un gros souci l'année prochaine, ça devrait permettre aux personnes de se mettre à jour et donc d'être d'être en ordre pour l'année prochaine. Donc ça, c'était la nouveauté qu'on est content d'avoir eue avant cette formation aussi, comme ça je pouvais vous donner toutes les infos. Alors, donc, ok, vous devez suivre, donc les détenteurs doivent suivre des formations continues, mais comment savoir où et quand elles se passent? Il y a un agenda qui reprend toutes les informations relatives à la formation continue, également la formation initiale, qui se trouve sur le site pwrp.be/agenda phytolicence. Et donc, c'est une page qu'on met à jour très régulièrement, dès qu'on reçoit en fait les dates de formation des centres de formation, on les insère sur cette page avec les conditions d'inscription, le lieu, la date, tout ce qu'il faut savoir. Parce que nous, effectivement, donc en tant que cellule phytolicence, on rassemble toutes les infos par rapport à la phytolicence en Wallonie. Je n'avais pas expliqué au début. Donc voilà, un lien à mettre dans vos favoris si vous voulez être au courant et à consulter régulièrement parce que ça peut être mis à jour tous les jours, toutes les semaines. Ça, c'est vraiment en fonction de l'entrée des formations. Alors, j'en viens au compte en ligne dont j'ai fait déjà référence. Donc, alors, le compte en ligne se trouve sur le site phytolicence.be. Alors, le site phytolicence.be reprend de manière générale toutes les infos relatives à la phytolicence au niveau national, et dont le lien pour faire une demande en ligne, mais également le lien pour se connecter à son compte en ligne ou demander une copie de sa phytolicence. Je vais expliquer tout ça en détail maintenant. Donc, le compte en ligne en tant que tel, pourquoi existe-t-il un compte en ligne? Ben, écoute, ça peut déjà servir à faire une demande de phytolicence, en tout cas pour les personnes qui en ont déjà une. Les personnes peuvent avoir 2 phytolicences différentes en fonction de leur utilisation, mais on l'utilise surtout pour avoir accès à ces données phytolicence. Donc sur ce compte en ligne se trouvent les données personnelles, à savoir le nom, le prénom de la personne, son adresse, mais surtout le numéro de phytolicence, la validité,
les formations qui ont été suivies, le statut de cette phytolicence, l'activité professionnelle. Et donc, c'est un endroit sur lequel vous pouvez vérifier et modifier les données personnelles et professionnelles. Données personnelles, on va se limiter à l'adresse évidemment, l'adresse physique, l'adresse email, ce sont les données qui sont nécessaires au bon traitement de la phytolicence, hein, on ne met pas plus. Donc, nous, on insiste énormément sur le fait de vérifier l'adresse email qui est renseignée dans ce compte en ligne, parce que c'est l'adresse que le SPF Santé publique va utiliser pour communiquer avec vous au sujet de votre phytolicence. Donc, en général, 1 an avant la fin de validité d'une phytolicence, le SPF envoie un email au détenteur en leur disant, bah, soit votre phytolicence expire dans 1 an, vous êtes en ordre, voilà le numéro, le numéro le même, et voilà, elle commence telle date, etc. Soit vous n'êtes pas en ordre, vous devez encore suivre 1, 2, 3, 4 ou 5 formations, etc., etc. Et par exemple, maintenant, les personnes dont la licence devait expirer cette année, eh bien, recevront un email normalement dans le courant du mois de juin, les informant que la date a changé et des différentes modalités. Donc, c'est important, si on veut être tenu au courant de ce qui concerne sa phytolicence, d'aller vérifier l'adresse email, s'assurer que c'est toujours la bonne. Parce que parfois, on a demandé la phytolicence il y a 5 ou 6 ans et entre-temps, l'adresse email a changé. Donc, voilà, c'est important c'est un moyen important d'avoir les infos à temps. Donc, ça, c'est par rapport à pourquoi on a un compte en ligne. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la particularité du compte en ligne, donc, vous allez sur le site phytolicence.be, vous voyez, donc j'ai entouré en rouge l'onglet Me connecter avec EID, parce qu'effectivement, la particularité du compte en ligne, c'est qu'on y accède pour l'instant uniquement avec le lecteur de carte d'identité, donc sa carte et son code PIN, ou avec l'application ITMI, qui est une application qu'on peut installer sur un smartphone une première fois avec le lecteur de carte, mais après qui fonctionne uniquement avec une identification. Donc ça, c'est un peu le petit, pas souci, mais la difficulté. Et donc c'est pour ça qu'ils ont proposé une autre solution que je vous expliquerai après pour accéder à ces données. Mais donc le compte en ligne, on s'y connecte comme ça. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf si ce n'est pour les personnes qui n'ont pas de carte d'identité belge et qui donc se connectent, je pense avec un autre moyen d'identification, mais c'est pas les personnes les plus nombreuses, quoi. Donc, vous allez sur le site phytolicence.be, vous cliquez sur Me connecter avec EID. Et donc là, ben, vous choisissez l'identification, lecteur de carte ou ITMI. Donc, ITMI, ce sera avec votre smartphone. C'est vraiment comme pour Taxon Web ou tous les autres, en fait, les applications fédérales. C'est le même principe et la même sécurité également. Vous arrivez sur cette interface qui a légèrement changé, mais comme il y avait les données d'une personne fictive, bah, j'ai laissé ça et le principe est le même. Donc, vous avez cette page de bienvenue, vous voyez l'onglet pour vos données d'identification, l'activité professionnelle et ce qui nous concerne vraiment pour l'instant, c'est la phytolicence. Donc, quand vous allez cliquer sur l'onglet phytolicence, vous arrivez sur cette page qui va vous donner toutes les informations clés par rapport à votre phytolicence. Donc, le numéro, le type de phytolicence, pardon, P2, usage professionnel, dans ce cas-ci, le numéro de phytolicence, la date de début, mais également la date de fin. Et alors, le statut de la prolongation. Donc ici, on vous montre bien que A veut dire que vous n'avez pas encore suivi le nombre nécessaire d'activité. Si c'était B, c'est OK. Comment savoir je vais peut-être un peu trop vite. Voilà. Si vous cliquez sur le PDF, vous téléchargez une copie en fait de votre phytolicence qui reprend toutes ces données en format PDF. Alors, je vais suivre. Voilà. Donc, statut de la prolongation, ça, je vous le disais. Et alors, pour savoir où vous en êtes au niveau des formations, vous pouvez cliquer sur le petit crayon ici à gauche, qui vous montrera les formations que vous avez suivies. Alors, il est possible que vous ayez, par exemple, suivi 3 formations, mais qu'il y en ait que deux qui s'affichent. Si c'est le cas, alors, normalement, c'est rare, mais ça peut arriver. On vous conseille soit de contacter le centre qui a organisé la formation et de revoir avec eux, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, ou, si vous ne savez plus, de nous appeler. J'ai mis nos coordonnées de contact à la fin de la présentation pour dire, voilà, j'ai suivi telle formation tel jour, je la retrouve pas dans mon compte en ligne, et nous, alors, on vérifie avec le centre. Évidemment, on ne peut pas se baser que sur la bonne foi des personnes, même si on aimerait bien, donc on vérifie toujours avec le centre. Si le centre après nous dit, non, là vraiment, la personne n'est pas venue, tant pis, mais c'est vraiment extrêmement rare. Alors, comme je le disais au début, votre point phytolicence n'est pas encodé le jour même de la formation, donc ça il ne faudra pas appeler le lendemain en disant j'ai suivi la formation, je ne l'ai pas vu sur le compte en ligne. Laissez peut-être 2 semaines ou 3 semaines quand même au centre de formation pour encoder toutes les données. Et après, si vous ne voyez pas la formation, alors n'hésitez pas à nous appeler
même si vous appelez le lendemain, on vous dira gentiment que voilà qu'il faut attendre encore un petit peu. Mais donc voilà, ne vous étonnez pas si la formation n'apparaît pas tout de suite, alors qu'on a rentré la carte d'identité dans un lecteur de carte. C'est pas automatique. Et donc voilà, donc vous avez cliqué sur le crayon, vous voyez là les formations que vous avez suivies. C'est ce que vous avez suivi, ok, très bien. Au fur et à mesure que vous suivez les formations, elles s'ajouteront. Alors, si vous n'avez pas de lecteur de carte, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes, vous avez la possibilité de demander un duplicata en ligne. Donc là, plutôt que d'avoir accès à un compte sur lequel vous pouvez modifier les données, vous recevrez un document PDF qui reprend toutes ces données. Donc, qui reprendra le numéro de phytolicence, la date de validité, le statut de la phytolicence et la liste des formations qui ont déjà été suivies. Et ce PDF donc est envoyé par mail directement et vous en recevez un par phytolicence. Si vous avez 2 phytolicences, ça fera 2 PDF. Alors, on accède à cette demande via le même site, phytolicence.be. Vous voyez dans la partie en bas à gauche, consulter ma phytolicence. Vous cliquez sur copie aperçu de ma phytolicence. Là, vous arrivez sur cette page, vous recliquez sur copie aperçu de votre phytolicence. Vous êtes sûr que vous voyez vraiment bien ça. Et sur ce nouveau portail, vous aurez la possibilité soit de demander une phytolicence, donc là c'est vraiment une nouvelle phytolicence, soit de demander le duplicata de votre phytolicence, ce dont on parle maintenant. Donc vous sélectionnez duplicata, et alors vous devrez rentrer dans la boîte en bas à gauche, votre numéro de registre national. Vous verrez ce message et donc normalement dans la journée ou quasi directement vous recevez un mail du SPF avec le PDF. Si ce n'est pas le cas, alors vérifiez d'abord vos spams, même si le SPF a tout mis en place pour que pour que les mails n'arrivent pas dans les spams. Normalement, ça arrive de moins en moins, mais ça peut encore arriver. Donc vérifiez d'abord dans vos spams. Mais si vous n'avez toujours rien reçu, alors on vous conseille d'appeler le SPF Santé publique directement. Les coordonnées sont mises à la fin de la présentation parce que eux, nous, on ne sait pas voir en fait. On n'a pas accès à vos données privées, ce sont des données privées, mais eux, par contre, peuvent les voir et avec une série de questions vérifiantes qu'ils vous poseront, ils pourront vous dire, ah bah oui, voilà, je vois votre compte en ligne, il manque une adresse email ou voilà, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc ça reste en dernier. Enfin, si ça ne fonctionne pas, il y a toujours, vous n'êtes pas perdu, quoi. Voilà. Donc en fait, j'arrive à la fin de la partie compte en ligne et donc de ma présentation. Alors, je vais vous laisser le temps des questions. Je voulais juste revenir sur 2 points donc que j'ai mentionnés, les points de contact. Donc nous, en tant que cellule phytolicence de l'ASBL Corder, on est là pour répondre à toutes les questions, que ce soit des détenteurs, des centres de formation, de toute personne, pour la phytolicence en Wallonie. Parce que donc la Wallonie est responsable de l'organisation des formations et des évaluations de phytolicence. Donc nous, on coordonne ça au niveau de la Wallonie. Donc on répond au centre, aux détenteurs, etc. Et on coordonne tout ce qui est envoi des données au SPF pour les formations continues. Et on organise des évaluations. Si vous avez des questions vraiment propres à votre phytolicence, quel est mon numéro, quelle est la date de validité, j'ai un problème avec mon compte en ligne, j'ai fait une demande, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas reçu le mail. Là, vous pouvez vous adresser au SPF, donc au service engrais et produits phytopharmaceutiques du SPF Santé publique. Ils ont un numéro de téléphone auquel ils sont joignables tous les jours de 8h à midi, mais également une adresse email. Ils sont très réactifs. Alors en ce moment, ils sont pas mal occupés avec la prolongation, mais ils sont quand même très réactifs. Donc, faut pas hésiter à les appeler. Maintenant, on invite vraiment les personnes à s'habituer à utiliser le compte en ligne ou en tout cas avoir le duplicata. Et à appeler le SPF, voilà, si vraiment ils n'ont pas la possibilité, pas de lecteur de carte, pas d'ordinateur, c'est possible aussi. Et donc, essayez peut-être d'abord essayer avec son ordinateur. Si vous ne savez pas accéder à votre compte en ligne de chez vous parce que vous n'avez pas de lecteur de carte, peut-être voir avec un voisin, une administration communale, c'est possible aussi. Et après, voilà, n'hésitez pas à appeler le SPF Santé publique. Donc voilà, j'ai fini et je suis à votre disposition pour les questions. Super, merci beaucoup Sophie. Il y a déjà quelques questions. Bon, on va prendre la première. La phytolicence est-elle obligatoire pour un indépendant dans le secteur des espaces verts si celui-ci n'utilise pas de produits phyto? Est-ce que c'est quand même recommandé? Un produit. Pardon? Est-ce que c'est quand même recommandé d'en avoir une
C'est vraiment pour l'utilisation professionnelle du produit. Donc, s'il n'utilise aucun produit, il sera pas obligé lui d'en avoir une. Maintenant, il faut savoir que les produits bio font partie des produits professionnels aussi. Donc, s'il utilise des produits bio, la phytolicence est obligatoire également. D'accord. Donc voilà, si on utilise vraiment zéro produit phyto, on n'est pas obligé de l'avoir. Mais dès qu'on en utilise un qui a un acte d'agréation, on a besoin de la phytolicence. Ok. Dans le cas des traitements contre les invasives comme la renouée du Japon, quel type de phytolicence il faudrait? Alors, donc là, j'imagine que c'est plus pour une administration communale ou voire Ouais, un entrepreneur. dans une En commune. tout cas, parce que la personne qui a une P2 va pouvoir acheter le produit, gérer le local de stockage, ou en tout cas le stocker et l'utiliser. Ce P2 peut travailler avec une personne qui a une P1, mais ça ne peut pas être uniquement une P1 parce que le P1 est seulement l'assistant à qui on donne entre guillemets les ordres. Il faut minimum une P2. Une Ok. P3 est bien aussi, mais la P3 souvent c'est les vendeurs, les conseillers, les formateurs, donc une Ouais. P2 ça C'est vrai qu'en tout cas, dans les communes, celle qu'on rencontre le plus, je crois que c'est la P2. Comme oui. ça. Il faut en tout cas Ouais. Il y a quelqu'un qui nous demande si les phytolicences sont toujours gratuites pour le personnel des centres pilotes. on parle des P3 là. C'est pas Parce que précisé. donc les seules phytolicences payantes sont les P3 et les NP. Ouais. Il y a effectivement, on prévoit, enfin, non, le législateur a prévu une exemption de paiement pour les phytolicences, pour les activités qui ne sont ni de la vente ni du conseil. Il y a tout un cadre par rapport à ça. Donc, certains centres qui ne font ni vente ni conseil demandent l'exemption de paiement pour leurs employés. Mhm. Donc, normalement, ceux qui ont eu l'exemption de paiement peuvent encore la demander. Mais je sais que c'est quelque chose qui est revu pour l'instant au niveau du SPF, mais c'est pas pour ça qu'ils vont l'annuler. Donc ça, c'est vraiment par centre. Effectivement, il y a une exemption de paiement qui est prévue. D'accord, oui, c'était bien pour la P3. Oui. Est-ce que tu pourrais repréciser l'usage spécifique de l'APS? Bah, la PS, en fait, c'est vraiment, donc c'est quelques produits. J'aurais pas les noms ici. Mais en fait, sur l'acte de création du produit, il est indiqué qu'il faut une phytolicence PS. Donc c'est très, très particulier. Euh, c'est pas des produits qu'on utilise tous les jours. Et D'accord, ça, vous pouvez voir, en fait, je pense que si on va sur le site phytolicence.be, ils mettent la liste des produits qui nécessitent une PS. ok. Donc, une autre question qui concerne les entrepreneurs de parcs et jardins. Si un entrepreneur utilise des produits phytopharmaceutiques amateurs, doit-il avoir une phytolicence? Non, pas pour l'utilisation de produits amateurs. Non. Non, parce que la phytolicence, en tout cas la P2 et la P1, sont prévues pour l'utilisation de produits à usage professionnel. D'accord, ok. Étant donné que le produit amateur est réservé aussi pour un amateur, l'amateur ne peut pas demander, enfin, un particulier ne va pas demander une phytolicence. A priori, alors pour ces produits-là, il ne faudra pas de phytolicence. Mais de nouveau, c'est vraiment que ces produits-là. Donc, si entre-temps, il décide d'utiliser un produit à usage professionnel, il doit avoir une phytolicence. Ne De toute serait-ce que façon, il pour ne pourra pas acheter de produits à usage professionnel sans phytolicence. Le vendeur est censé vérifier que la personne a une phytolicence et a une base de données pour vérifier que voilà qu'elle a bien sa phytolicence si la personne n'a plus son numéro sur elle. D'accord, donc c'est vraiment vérifié à l'achat. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sur la phytolicence ou pour l'instant pas? Je sais pas si Sophie ou Thibaut, vous avez quelque... Ah voilà, une autre question. Quelle est la démarche pour passer d'une P2 à une P3? Mais en fait, il n'y a pas de démarche particulière parce qu'on a une P2. Donc, c'est vraiment demander une P3 comme si on l'a demandé seul. Il y a des personnes qui pensent que le fait d'avoir une P2 donne un accès différent à la P3. Non, l'accès à la P3 sera le même, enfin pas le même, parce que l'évaluation est différente, la formation est différente, mais le fait d'avoir une P2 ne donne pas un autre accès à la P3, quoi. Il faut soit avoir le diplôme reconnu, soit passer une évaluation ou une formation initiale pour pouvoir avoir sa P3. Et la formation initiale, c'est le bloc complet de formation initiale, pas moins la formation Non, initiale. voilà, exactement, oui. Il n'y a D'accord, pas de passerelle, quoi, comme dans certaines écoles. ok. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Sophie ou Thibaut?
Peut-être juste dire qu'en fait, donc les plaintes de jeu ne sont pas concernées par la zone tampon de 50 mètres pendant les heures de fréquentation. D'accord. Donc en gros, c'est juste les établissements scolaires quoi et les crèches. Donc un agriculteur peut venir pulvériser juste à côté d'une plainte de jeu actuellement, quoi. Merci pour cette bonne nouvelle. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui demande si un agriculteur sera souvent un P1 sous supervision. Pas nécessairement, ou alors ils sont deux dans l'exploitation et il y en a un qui a une P2, mais à l'exploitation, s'il y a un local de stockage et qu'il y a des produits phyto, il faut un P2. Donc la plupart des agriculteurs sont plutôt des P2, mais qui peuvent travailler avec un P1. Mais D'accord. c'est pas la base. Toute question Ouais. est posée. Mais Donc donc on n'est pas plutôt un autonome P2. avec une phytolicence Ouais. P1, quoi. Mhm. Parce qu'en fait, il faut donc savoir que pour pouvoir détenir des produits phyto, il faut avoir une P2. Donc, un agriculteur seul, dans son exploitation, ne peut pas avoir une P1 s'il a un local de stockage et qu'il utilise des produits. Il faut qu'il ait alors une P2. Ouais. D'accord, c'est clair. Bon, pour l'instant, pas d'autres questions. Bah, je vais déjà te remercier, Sophie, pour cette chouette, cette très claire présentation. Merci pour l'invitation. Plus claire que ma syntaxe, en tout cas. Voilà, merci à tous les participants aussi, puis à toutes les personnes qui ont été actives sur le chat. Si vous avez plus de questions, j'imagine qu'il n'y a pas de problème pour revenir vers nous, que ce soit Adalia ou le Cordair à l'avenir. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres webinaires. Je vous ferai parvenir aussi dans la journée les PDF des présentations et puis si tout va bien, le lien de la vidéo. Voilà. Et merci à tous. Merci On tout va le se monde. quitter Bonne là-dessus. journée. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.